Bonjour. On sent bien que le climat politique en France est électrique en ce moment. Ah oui, bonjour. C'est le moins qu'on puisse dire. François Bayrou, le Premier ministre, qui joue sa survie vraiment face à cette motion de censure qui plane, Hmm. et en même temps le Rassemblement national, bon, Jordan Bardella en tête, qui réclame, et avec l'appui quand même de Nicolas Sarkozy, c'est pas rien, Oui, c'est notable. une dissolution ultra rapide de l'Assemblée. On est sur une poudrière institutionnelle là. Complètement. Et toute cette tension, ça met vraiment en lumière une question qui revient partout dans les analyses et qu'on va explorer aujourd'hui d'ailleurs en s'appuyant sur un débat d'art. Oui, c'est est-ce que le RN a vraiment les épaules pour gouverner? C'est la grande question, voilà. Et pour ça, on a les regards croisés d'un politologue, Pascal Perrineau, d'une journaliste politique, Pauline de Saint-Rémy, et puis d'un photojournaliste, Vincent Jarousseau, qui connaît bien le terrain. D'accord. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ce que ces experts nous disent, la position du RN, c'est quoi au juste, ses forces, ses faiblesses aussi sans doute, Oui, comment il est perçu? comment il est perçu, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se dessine là, dans cette période d'incertitude totale? Alors allons-y. Cette crise actuelle, est-ce que c'est vraiment une voie royale pour le RN? Disons que c'est un moment critique, indéniablement. La position de Bayrou, elle est hyper précaire. Oui, Les oppositions, que ce soit à gauche ou à droite, elles ont été très claires. Pas de confiance. c'est non. Ça n'a pas l'air d'avoir convaincu grand monde, hein. Non, on dirait pas. Et pendant ce temps-là, le RN, lui, il souffle sur les braises. La dissolution. Ah oui, C'est un appel qui résonne fort, surtout quand on voit les sondages. Si on revotait demain, là, pour les législatives, oui, les chiffres sont frappants. le RN et l'UDR d'Éric Ciotti, donc cette nouvelle alliance à droite, seraient donnés largement en tête. Au premier tour, oui. Et Bardella, il a bien compris. Il est déjà sur le pont. Lettres aux entrepreneurs, bain de foule. Il est en campagne, clairement. Il martèle ses thèmes, hein, pouvoir d'achat, moins d'impôts, sécurité, immigration. Le classique. Tout à fait. Et ce qui rend la situation potentiellement explosive, c'est que cette instabilité politique, elle fait écho à un état d'esprit général qui est très dégradé. Ah oui, Il y a un chiffre qui est incroyable. Un sondage ELAB dit que 82% des Français trouvent le spectacle politique actuel navrant. 82%. C'est énorme. Énorme. Et les mots qui reviennent, c'est inquiétude, exaspération, colère. Pascal Perrineau, dans l'émission qu'on analyse, il va même jusqu'à parler de haine de la politique. Haine, le mot est très fort. Et c'est sur ce terreau-là que le RN prospérerait. C'est ça l'idée. C'est l'analyse de Perrineau, oui. Dans ce climat de rejet massif des institutions, des partis classiques, le RN, il a un statut un peu paradoxal. C'est-à-dire. Comme il n'a jamais vraiment gouverné au niveau national, bon, à part quelques mairies, il gère pas de région, pas de département. C'est vrai. Il peut se présenter comme vierge. Son manque d'expérience, qui devrait être un point faible, logiquement, Oui, ça devient son argument principal. On les a pas encore essayés, eux, et face à une classe politique jugée usée, cette posture de nouveauté, même si le parti a 50 ans, hein, oui, c'est pas nouveau. ça devient un atout. Le RN apparaît comme un des seuls capables de capter cette vague de ressentiment, quoi. C'est intéressant comme renversement, la faiblesse qui devient une force. Mais alors, c'est qui ces électeurs qui votent RN aujourd'hui? Est-ce que le profil a vraiment changé? Vincent Jarousseau, lui qui a passé 10 ans sur le terrain? Oui, il parle d'un point de bascule. Un point de bascule? Oui, Jarousseau insiste là-dessus. Il dit qu'au-delà de la simple progression en voix qu'on a vue entre 2022 et 2024, il observe un élargissement sociologique. C'est net. Ah bon? Hmm. Le vote RN, c'est plus seulement les anciens bastions industriels du Nord-Est ou la Côte d'Azur. Ça s'implante ailleurs, dans de nouvelles régions. Et, fait marquant selon lui, ça séduit aussi maintenant des classes moyennes supérieures. Des classes moyennes supérieures. Ça, c'est nouveau. Oui, c'est un point qu'il souligne fortement. Et qu'est-ce qui les motive alors, ces nouveaux électeurs? D'après les experts, Jarousseau, il dit que le RN renvoie une image de cohérence, d'unité, c'est ça? C'est ça. Dans un paysage politique qui semble complètement éclaté, cette image d'unité, ça peut rassurer. Même si, bon, il nuance un peu. Il évoque une possible stagnation récente. Et puis, les affaires judiciaires de Marine Le Pen qui pourraient peser. Bien sûr. Mais au-delà de l'image, il y a les motivations profondes. Perrineau, lui, il revient sur cette idée d'insécurité culturelle. Oui, il cite le concept de Laurent Bouvet. C'est ce sentiment un peu diffus de perte de repères, d'angoisse face au changement de la société, face à l'immigration. Hmm. Et le faux RN devient une forme d'exutoire pour ça. Mais le culturel, ça suffit pas toujours à expliquer. Jarousseau, il insiste beaucoup sur le socio-économique, non? Ah oui,
Énormément. Pour Jarousseau, il faut vraiment regarder les transformations du travail, de la société, depuis 50 ans. C'est-à-dire? Il parle d'une hiérarchie sociale toujours très liée au diplôme et d'une crise du travail. C'est le sentiment pour beaucoup d'être coincé dans un boulot sans autonomie, sans reconnaissance, sans avenir. D'accord. Il ajoute à ça un sentiment très fort d'appartenir au camp de ceux qui ne font pas partie du camp des sachants. Une sorte de mépris ressenti de la part des élites. Et ce cumul de frustration sociale, économique, c'est un moteur puissant du vote RN, selon lui. D'accord. Donc un cocktail d'insécurité culturelle et de ressentiment socio-économique. Et l'international dans tout ça? Mélanie en Italie, Trump. Est-ce que ça joue vraiment? Pauline de Saint-Rémy, elle apporte des nuances là-dessus. Oui, son analyse est assez fine. Pour elle, l'exemple Mélanie, qu'on décrit souvent comme post-populiste, Oui, cette idée qu'elle s'institutionnalise un peu. voilà, ça intéresserait surtout les républicains en France. Certains chez LR rêveraient d'un rapprochement ou s'en inspireraient. Mais pour le RN, l'effet Trump serait peut-être plus direct. Ah oui, comment ça? C'est moins le programme de Trump qui fascine apparemment que l'image du type qui fait ce qu'il dit, qui bouscule tout. L'action promise. Exactement. Pour un parti comme le RN, qui n'a pas encore eu à faire ses preuves au niveau national, cette promesse d'action brute face à un pouvoir qui semble impuissant, c'est un levier potentiellement très fort. Je vois. Donc le RN surfe sur une vague de mécontentement assez large, son électorat s'étend. Mais bon, revenons à notre question de départ. Est-ce qu'il est vraiment prêt à gouverner? On a quand même en tête les législatives d'avant avec ses candidats parfois un peu limites. C'est le talon d'Achille historique, ça. Les sources qu'on a analysées rappellent des exemples précis de l'été 2024. Oui, Cette candidate avec une casquette qui rappelait des symboles nazis. oui. Une autre qui, pour se défendre d'être raciste, cite son ophtalmo-juif et son dentiste musulman. Ah oui, j'avais vu ça passer. Ou encore Daniel Grenon, un candidat RN, qui disait que les binationaux n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Ça a marqué les esprits. Clairement. Le parti dit avoir fait le ménage, tiré les leçons, qu'ils sont en amélioration permanente. Mais est-ce que le doute sur la qualité des cadres, il est levé? C'est tout l'enjeu de la fameuse professionnalisation. Pascal Perrineau, il reconnaît qu'il y a eu une évolution, c'est indéniable, sur le long terme. Hmm. Le RN d'aujourd'hui, c'est plus le petit groupe d'extrême droite des débuts. Il y a eu un renouvellement de génération avec Bardella, des gens venus d'ailleurs aussi. D'accord. Mais Perrineau garde quand même des réserves sur la capacité réelle à piloter la machine de l'État. Et Jarousseau, lui, il est encore plus critique sur cette transformation, non, j'ai l'impression? Oui, tout à fait. Jarousseau, il y voit beaucoup de communication, une façade un peu repeinte, mais il pointe une porosité qui persiste, et qui même augmenterait selon lui entre le RN et des groupes violents d'ultra-droite. Ah oui, quand même. Pour lui, cette connexion souterraine, elle reste bien réelle, et très loin de l'image lisse que le parti essaie de donner. Et puis, au-delà des personnes, il y a le projet, surtout le projet économique. Oui, c'est un point crucial que soulève Jarousseau. L'électorat populaire du RN, beaucoup de salariés modestes, ils attendraient logiquement des mesures fortes sur le pouvoir d'achat, sur la justice fiscale. Mais est-ce que le RN remet vraiment en cause les grands choix économiques récents? La politique de l'offre, la fiscalité actuelle? C'est là où Jarousseau met le doigt sur une contradiction possible. Il remarque que le RN est finalement assez discret, ou en tout cas peu offensif, sur des sujets qui sont pourtant hyper populaires dans l'opinion. Comme quoi, par exemple? La suppression de certaines niches fiscales, 80% des Français sont pour, le rétablissement de l'ISF, 76% pour, la taxation des superprofits des grandes entreprises, 84% pour. Oui, ce sont des chiffres très élevés. Et sur ces questions économiques majeures, qui touchent directement au portefeuille, au sentiment de justice, le programme RN, selon Jarousseau, manque de propositions vraiment radicales ou claires. C'est un décalage intéressant entre ce qu'on suppose que la base attend et ce que le programme dit vraiment. Ça pourrait être un frein. Et pourtant, et c'est là le paradoxe, Pauline de Saint-Rémy rappelle ce chiffre fou. 0,54% des Français se disaient prêts à retourner voter pour des législatives à peine un an après les dernières. Oui, c'est incroyable. Ça illustre bien ce sentiment très fort qu'elle rapporte de n'être jamais écoutée. Hmm. Une exaspération qui pourrait pousser à vouloir tout renverser, même sans être à 100% convaincu par l'alternative, quoi. C'est exactement ça. C'est cette tension qui rend la situation si imprévisible. Et ça nous amène tout droit aux calculs politiques, aux stratégies qui s'agitent en coulisses, surtout autour de Marine Le Pen et de l'hypothèse d'une dissolution. Oui, parlons-en. C'est compliqué. Marine Le Pen, elle est inéligible pour l'instant, après sa condamnation en première instance pour les assistants parlementaires, mais apparemment, elle aurait un plan si jamais il y avait des législatives anticipées. Oui, d'après ce que rapporte Pauline de Saint-Rémy, et qui semble confirmé par des proches du RN. Le plan serait assez acrobatique. C'est-à-dire?
Marine Le Pen déposerait quand même sa candidature. Qui serait sûrement invalidé par la préfecture vu l'inéligibilité. Logique. Ensuite, Recours au tribunal administratif, puis au Conseil d'État. Mais bon, ça a très peu de chances d'aboutir à temps pour des élections législatives, les délais sont trop courts. donc le but est ailleurs. C'est une manœuvre à plus long terme. Exactement. L'objectif final, ce serait le Conseil constitutionnel, via une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. D'accord. Et l'argument, ce serait quoi? De dire que cette peine d'inéligibilité automatique est disproportionnée. Le RN espère s'appuyer sur une décision récente du Conseil constitutionnel qui irait dans ce sens. Mais le vrai enjeu, c'est pas tellement de siéger à l'Assemblée nationale. Non, c'est la présidentielle. C'est ça. Faire sauter ce verrou de l'inéligibilité avant 2027. C'est audacieux comme stratégie. Mais Pauline de Saint-Rémy, elle, n'y croit pas trop, en tout cas pour les législatives. Pas du tout. Elle dit que les chances sont inexistantes pour des législatives anticipées. Elle rappelle que les délais d'examen d'une QPC, c'est au moins 6 mois, selon elle. On est loin de la semaine espérée par le RN. Ah oui, effectivement. Pour elle, c'est plus une tentative désespérée, qui montre surtout l'inquiétude de Marine Le Pen pour sa candidature à la présidentielle. La voie la plus réaliste pour qu'elle redevienne éligible d'ici 2027, selon Saint-Rémy, ce serait plutôt le procès en appel de l'affaire des assistants. D'accord, donc la stratégie Le Pen pour le court terme semble très incertaine. Mais revenons au scénario d'une dissolution de nouvelles élections. Comment les gens réagiraient? Le fameux front républicain, le barrage contre l'extrême droite, ça marche encore ça? Alors, Pascal Perrineau donne des éléments un peu contradictoires là-dessus. D'un côté, les sondages montrent qu'une majorité de Français, 53%, rejettent maintenant clairement cette stratégie du barrage. Il y a une lassitude. Oui, une lassitude évidente. Le plus jamais ça mobilise moins. Mais Perrineau dit « Attention, qu'est-ce que ces électeurs feront vraiment dans l'isoloir face à un duel concret, RN contre un autre candidat ?» La question se pose. Le doute sur la compétence du RN à gouverner, même s'il a diminué, il n'a pas complètement disparu. Ça pourrait encore jouer au second tour. Et à droite, chez les Républicains, les LR, ça bouge aussi, non? Les digues ont l'air moins solides qu'avant. C'est l'autre grande inconnue, oui. Et les déclarations récentes, elles sont très parlantes. Laurent Wauquiez, le chef des députés LR, qui dit qu'il ne censurerait pas un gouvernement RN, au nom de la stabilité. Ah oui, ça change tout. Et Nicolas Sarkozy, qui pèse toujours à droite, qui estime que le RN est maintenant dans l'arc républicain. Ce ne sont pas juste des mots, ça montre une vraie évolution du discours, et peut-être des stratégies. Mais est-ce que la base électorale de LR suit ce mouvement? Est-ce qu'elle est prête, elle, à voter RN? Vincent Jarousseau, avec son travail de terrain, il observe ça depuis plusieurs années. Le vote utile à droite, il glisse petit à petit de LR vers le RN. C'est un transfert. Oui, des transferts d'électeurs mesurables, venant de LR, mais aussi, dans certaines zones comme le Sud, d'électeurs macronistes déçus. La porosité est forte. Elle est alimentée par une convergence sur certains thèmes, l'immigration par exemple. Même si un accord de gouvernement formel paraît encore loin, les électorats, eux, ils se parlent de plus en plus. Toute cette situation nous amène à une dernière hypothèse, un peu folle, presque un scénario de politique fiction qui évoque Pauline de Saint-Rémy. Est-ce que Emmanuel Macron pourrait être tenté de nommer un Premier ministre RN pour les user? C'est le fameux pari ou le piège de Matignon. L'idée, ce serait de leur donner les clés pour montrer leurs difficultés, leurs contradictions, leur inclerie potentielle, quoi. Et les griller avant 2027? Exactement, pour les discréditer avant la présidentielle. Saint-Rémy rappelle cette phrase qui avait circulé après la dissolution de juin 2024, attribuée à Macron. Mieux vaut Bardella à Matignon aujourd'hui que Le Pen à l'Élysée en 2027. Donc l'idée a existé. Ça suggère qu'à ce moment-là, oui, ça a au moins été envisagé. Mais aujourd'hui, le contexte a changé, le timing n'est plus le même. C'est précisément ce que dit Saint-Rémy. On est beaucoup plus près de 2027 maintenant. Si le RN arrivait au pouvoir aujourd'hui, il aurait moins de temps pour gouverner avant la présidentielle. Et donc? Et donc, paradoxalement, il aurait moins de chances d'être jugé sur un bilan qui serait faible. Le risque pour Macron, s'il veut vraiment empêcher Le Pen d'être élu en 2027, serait peut-être plus grand de nommer le RN maintenant qu'il y a un an. Le pari devient plus hasardeux. Bon, si on essaye de résumer un peu ce que nous disent ces experts, on a un Rassemblement national qui semble en position de force, ou en tout cas potentiellement, porté par une vague de colère, un électorat qui s'élargit, C'est ça.
mais en face, des questions tenaces sur sa capacité réelle à gouverner, sur la qualité de ses équipes, sur la substance de son projet, surtout économique. Des doutes persistants. Voilà. Et tout ça dans un jeu politique hyper complexe où les calculs stratégiques, dissolution ou pas, éligibilité de Le Pen, alliance à droite dominent complètement et rendent l'issue très incertaine. C'est une photographie très juste de la situation décrite dans nos sources, oui. Une conjoncture où l'opportunité pour le RN est là, elle semble tangible, mais les obstacles et les inconnus restent énormes. Et peut-être pour finir notre exploration, une réflexion qui va un peu au-delà du RN lui-même. Ce qu'on a vu, notamment ce chiffre des 54% de Français prêts à revoter si vite et ce sentiment de n'être jamais écouté, rapporté par Pauline de Saint-Rémy, Mhm. ça pose une question plus profonde, non? Qu'est-ce que cette aspiration massive au changement, cette défiance radicale envers le système actuel, qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de notre démocratie, sur le lien entre les citoyens et leurs représentants? Un lien qui semble bien distendu. Absolument. C'est une interrogation qui dépasse largement les stratégies des partis et qui invite à une réflexion plus large. Une question à méditer. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.